Jeudi 2 février 2023, la librairie Ombre Blanche recevait Aurélien Bélanger, écrivain, philosophe de formation et ancien libraire, auteur d'un essai en 2010 sur Michel Houellebecq, écrivain romantique. En 2012, Aurélien Bélanger publie son premier roman, La théorie de l'information, aux éditions Gallimard, puis est récompensé pour son deuxième roman du prix de Flore, L'aménagement du territoire. Le XXe siècle, dont il est question ici, est son sixième roman. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de retrouver Aurélien Bélanger. Nous nous étions vus ici même à Ombre Blanche le 8 novembre 2012. C'était pour La théorie de l'information, premier roman publié en 2012. Donc, depuis, il y en a eu d'autres. L'aménagement du territoire, Le Grand Paris, Eurodance. C'était une pièce du théâtre, Eurodance. Oui. La France, des chroniques, Le continent de la douceur en 2019. Télé-réalité, vous étiez revenu ici même à Ombre Blanche il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc le XXe siècle, leur titre ambitieux, mais vraiment un roman très, très particulier, magnifique, très ambitieux, c'est le cas de le dire, polyphonique, autour de la personne de Walter Benjamin, qui se trouve ici sur le bandeau du roman. Un roman qui est à la fois une enquête menée par 3 chercheurs, un critique de cinéma, qui suite, j'essaie de rentrer dans le texte, qui suite en effet au suicide d'un poète, François Messinier, à la Bibliothèque nationale de France, vont mener une sorte d'enquête sur un manuscrit disparu de ce poète en question, autour de Walter Benjamin. Donc, et ça, c'est le point de départ, mais c'est un roman qui va nous permettre... Alors, d'abord, première question, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi Walter Benjamin, qu'on connaît parfois, souvent, si on ne l'a jamais lu, par le fait, on connaît par sa fin le fait qu'il se soit suicidé à Port-Bou juste en 40. Mais c'est un grand philosophe, un grand critique, c'est une personnalité intellectuelle du XXe siècle. Donc comment avez-vous fait la rencontre de Walter Benjamin, Aurélien Bélanger, puisque les personnages de votre livre nous expliquent aussi tour à tour un peu comment ils ont eux-mêmes rencontré cette grande figure intellectuelle du XXe siècle qui est donc Walter Benjamin. Chez Gallimard. Merci d'être là, Aurélien Bélanger. Très bien. Bonsoir pour commencer. Oui, c'est amusant parce que quand j'étais venu en 2012, c'était le jour de la proclamation du prix de Flore et j'étais finaliste. On était 4 et j'aurais bien aimé l'avoir parce que ça rapportait un petit peu d'argent et de notoriété. J'avais appris à Toulouse que je l'avais pas, donc ça m'avait vexé. Mais je l'ai eu pour le livre d'après. Donc voilà, les choses se sont arrangées. J'étais venu ici, peut-être quelques-uns d'entre vous étaient là, effectivement pour Télé-réalité il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et à l'époque, j'avais déjà lu Benjamin, j'en avais parlé justement ici, mais Télé-réalité était un livre où Benjamin était volontairement occulté, c'est-à-dire que j'avais découvert Benjamin pendant l'été, je m'étais mis à en lire beaucoup, et j'avais écrit un livre qui se voulait un traité esthétique de la télévision, et donc j'avais comme ça l'ombre de ce grand philosophe de l'esthétique qui est Benjamin, mais je m'étais fait un point d'honneur à ne pas le nommer dans le livre, et à ne pas en parler. Donc il y avait un livre qui était crypto-benjaminien, et donc voilà, là c'est le livre qui est exo, où l'aveu est fait, il est en bandeau, et je dis que c'est un livre sur Benjamin. J'ai découvert Benjamin un peu comme tout le monde en 2 temps, comme tout le monde, ceux qui le connaissent, mais c'est quelqu'un qu'on fréquente inévitablement si on fréquente les librairies, parce que l'actualité éditoriale de Benjamin depuis une trentaine d'années... Ouais, une bonne trentaine d'années, depuis les années 80 en tout cas, voire un peu plus, est très très dynamique et très active. Il y a quand même 3 œuvres complètes. Il y en a une en folio qui est pas complète. Il y en a une chez Fayard qui est abandonnée. Il y en a une 3e qui est en cours chez Klingsik. Il n'y a pas beaucoup de philosophes contemporains qui ont 3 œuvres intégrales en cours quand même si je pense qu'il y en a 2 il restera que celle de chez Klingsik à la fin. C'est quelqu'un qui a édité dans des livres pas chers que j'ai acheté quand j'étais pauvre et jeune, chez Alia, le livre sur Paris, sur les passages, je crois que le livre sur Baudelaire, donc c'est quelque chose qui était là dans ma bibliothèque. J'avais des livres de Benjamin, et puis à chaque fois que je me disais bon allez, qu'est-ce que raconte Benjamin, je comprenais absolument rien, mais j'avais une sorte de nuage de mots-clés. Je savais que c'était un écrivain du messianisme, j'avais le bouquin de son amitié avec Scholem, je savais que c'était un ami de Scholem, voilà, je savais des choses sur Benjamin, et à chaque fois que j'y allais, ça marchait pas en fait, je comprenais pas. Et je me suis rendu compte que c'était c'était peut-être la bonne entrée dans Benjamin. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'était le premier cercle. L'anecdote sur Benjamin, c'est que le jour où il a fait l'un de ses seuls livres terminés, qui est sa thèse
Sur le drame baroque allemand, elle a été refusée par l'université de Francfort parce que trop ésotérique. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, mais c'est pas mal. En fait, c'est un auteur qui est protégé à la fois par une aura très célèbre et par le fait que ses textes sont très difficiles. Et sinon, pour finir sur le Benjamin avant Benjamin, il est connu, mais un peu jusqu'à la caricature, pour le destin emblématique de ce juif allemand qui se suicide à Portbou parce qu'il n'arrive pas à passer en Espagne en 1940. Et il y a une sorte de... Le mythe est quasiment plus connu que le mythe est quasiment plus connu que le philosophe. Donc voilà, il y avait ça. Et un été, un peu par hasard, je suis invité au Chambon-sur-Lignon, et je pars sans livre parce que je suis parti de façon précipitée, enfin bon bref, aucun intérêt, et un jour on va voir un lac qui est à côté du Chambon-sur-Lignon, à une dizaine de kilomètres, et là il y a une librairie, je crois que c'est la librairie qui avait publié de poésie, qui avait publié Matin Brun autrefois, qui avait été un succès de livre de caisse, voilà. Donc voilà, la fortune accumulée par ce livre a permis à cette librairie d'exister au milieu de rien, et dans cette librairie je tombe sur la biographie de Bruno Tackles de Benjamin. Et comme j'ai que ça à lire, je lis ça pendant une semaine au milieu des montagnes, comme ça sur une terrasse de maison. C'était très agréable. Et je rentre enfin dans Benjamin. Je rentre en main de Benjamin parce que je découvre que Benjamin est éminemment lisible, parce que le bouquin a beaucoup de citations et qu'en fait c'est très plaisant à lire. Donc après, dès que je suis revenu à la civilisation, que j'ai abandonné les hauts plateaux, je me suis procuré tout ce qui se trouvait sur Benjamin, et j'ai enfin eu le bon réflexe. J'ai acheté Sens unique et Enfance berlinoise autour de 1900, qui sont des courts récits en prose, qui sont ce que Benjamin a fait de moins philosophique et de plus littéraire. Et là, j'ai compris ce qui était évident et qui serait attesté par toute la suite de mes lectures. C'est que c'est un philosophe qui se lit, ce qui n'est pas un philosophe qui se réfléchit, c'est pas un philosophe dont on retrace ses arguments, c'est un philosophe qui avant tout est une formidable expérience de lecture. Et là est peut-être le secret du fait que il est si présent dans les librairies, qu'il est si présent chez quantité d'intellectuels, c'est qu'il est extrêmement plaisant et mystérieux à lire. Et ce qui est amusant par contre, c'est que après l'avoir beaucoup lu et d'avoir beaucoup travaillé dessus, mon niveau de compréhension globale de Benjamin est à peu près toujours aussi bas. Mais c'est pas la question, voilà. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Et donc bref, pour finir, donc voilà, je lis tout Benjamin pendant un an, et puis j'avais absolument pas le projet d'écrire un roman, parce que j'ai toujours ma petite liste mentale de projets, de romans à écrire. Et je me suis dit, bon, je lis beaucoup de Benjamin, je vais faire un doctorat de philosophie. Parce que j'ai fait un coup de génie quand j'avais 26 ans. J'ai arrêté mes études de philo au Master 2. Donc à tout moment, je peux me lancer dans un doctorat, quoi. J'ai pas de nouvelle année à repasser. Je sais même pas si c'est toujours valide, d'ailleurs, faudrait que je vérifie. Et donc je me dis, ouais, je vais faire un doctorat sur Benjamin. Comme ça, je passerai avec l'idée qui rend si heureux et si malheureux les doctorants, de disparaître dans une masse de textes et de se perdre complètement, de faire 5 dépressions et d'arriver complètement rincé au bout de 9 ans en disant faut jamais faire de thèse. Mais bon, il y avait cette idée, et puis en fait je l'ai pas vraiment fait, et puis une année passe, et puis je sais absolument pas comment, mais l'idée me revient d'écrire sur Benjamin, et comme c'est compliqué parce que je suis très prudent, je veux vraiment pas, je suis partagé entre, d'un côté, c'est un super sujet de roman. Personne n'a eu l'idée d'en faire un personnage de roman. Mais c'est hyper casse-gueule, et je veux vraiment pas faire un truc kitsch. Je veux vraiment pas faire une biographie normale. Et donc voilà. Et par ailleurs, il n'y a pas d'enjeu. Vous pourriez me répondre, si j'avais posé la question, que pourquoi pas écrire une biographie, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Il y a 3 ou 4 biographies traduites en français, plus quelques autres en anglais, en allemand. C'est très le champ des biographies est assez complet. Donc bref, voilà. Et tout ça m'amène au projet un peu fou d'écrire sur Benjamin, enfin un peu fou, non, mais un peu. Parce que c'est quand même un roman un peu. C'était, et puis s'il y avait le côté, j'étais obsédé par Benjamin, il fallait que je fasse quelque chose de cette obsession, donc j'en ai fait ce que je sais faire en fait le mieux, ou enfin peut-être pas le mieux, mais la seule chose que je sais faire, un roman, quoi. Ouais, en fait, il y a vraiment un jeu sur la réalité de la fiction, ces créations de personnages. Ce François Messigné, là, dont je parlais, le poète là, qui se suicide assez vite là, dans la Bibliothèque nationale de France, il est totalement inventé, ou il est. Figure d'un poète, ça c'est important de le signaler. Que ce soit un poète, l'importance de la poésie pour vous, j'imagine, Aurélien Bélanger, parce qu'on peut se poser la question, quand même, il est poète. À un moment donné, je crois qu'un des personnages dit justement, le roman est devenu hégémonique, et la poésie, on l'a un peu oublié. Moi, je l'ai lu comme ça aussi, hein, je pense, là, comme si vous vouliez un petit peu mettre aussi la poésie en avant. C'est ma mauvaise conscience de romancier qui s'exprime, parce que en fait, je ne lis pas de poésie. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'en écrire, de façon vraiment totalement autonome et sans projet de publication.
Mais je n'en lis pas et j'ai un peu mauvaise conscience peut-être parce que qu'effectivement le roman est le véhicule qui permet de vivre de la littérature depuis quand même pas mal d'années en France aujourd'hui et la poésie a disparu. Et j'aimais bien l'idée d'imaginer des poètes un peu de la fin des temps, enfin de la fin des temps pour la poésie, c'est-à-dire des poètes des années 90-2000, ou une époque où la poésie n'a jamais disparu, mais elle a été très occultée. C'est très difficile de connaître un nom de poète non nonagénaire ou vivant. Et donc voilà, je me suis d'imaginer une vraie avant-garde, mais au sens quasi des surréalistes, quoi, une avant-garde de jeunes littérateurs ambitieux et fringants qui se lancent dans une avant-garde poétique. Et c'était amusant de raconter, d'avoir ce récit en sourdine et la raison, j'oublie de le dire tout le temps, mais la raison un peu accidentelle de toute cette histoire, c'est que on m'a proposé un jour, la Bibliothèque nationale de France m'a proposé de faire une résidence. J'ai accepté parce que en fait c'était pas vraiment une résidence, mais je pouvais voir ce que je voulais pendant, je sais pas, pendant 2 mois, et puis à la fin je devais faire une conférence de restitution. Et donc, moi, assez banalement, j'ai voulu voir la Bible de Gutenberg, la Mélancolie de Dürer, les originaux des photos de Benjamin de Freud, qui sont, j'ai voulu voir 5 ou 6 trucs, et l'idée, fallait que je fasse cette conférence de restitution, c'était comment rassembler toutes ces choses, c'était d'imaginer que ma conférence porterait sur l'expérience de lecteur de Benjamin à la BNF, parce qu'à partir de 1933, quand il est chassé de Berlin, il va beaucoup travailler à la BNF. En plus, à ce moment-là, il est brutalement appauvri, et donc on peut imaginer qu'il passe beaucoup de journées à la BNF. Il a plus sa bibliothèque, c'est des salles chauffées, et il fait son fameux travail sur le livre des passages, et donc une enquête sur le 19e siècle, à travers notamment la figure de Baudelaire. Et donc, bref, je raconte ça, et je rate complètement ma conférence, mais complètement. C'est-à-dire que je la fais, personne ne vient, il y a quelques amis qui viennent, et à l'époque, je faisais des chroniques radio, donc j'ai l'habitude de parler pendant 3 minutes 30, d'une voix un peu mélancolique. J'avais pas pensé que parler pendant 40 minutes d'une voix un peu mélancolique, c'était pas bien du tout. Et donc, j'ai vraiment vu le public se décomposer. Et après, si je veux pousser le truc vers le fantastique, je dirais que j'ai été contaminé par la noirceur saturnienne de mon objet. Je suis sorti de cette conférence totalement déprimé. Et je suis assez peu déprimé dans la vie, donc ça m'a vraiment intrigué. Je suis déprimé, vraiment déprimé. Et donc, je vais attribuer cette conférence ratée à François Messigné, un poète. Alors lui, c'est beaucoup plus grave, il se suicide à la fin de sa... Donc j'ai poussé la mélancolie, j'ai poussé le curseur de la mélancolie très loin. Lui se jette dans le vide, dans cette espèce de jardin intérieur de la BNF. Donc c'était le point de départ de ma petite aventure avec ce poète. En 2014, c'est précisé. Ouais. On peut peut-être, Gisèle Freund, vous en parliez justement, photographe, elle dit « J'ai rencontré Walter Benjamin ». Alors, un dandy bibliomane, chapitre inédit de Mémoire de l'œil de Gisèle Freund en 1977. J'ai rencontré Walter Benjamin vers 1935 à la BNF, alors que je travaillais à ma thèse sur la photographie en France au XIXe siècle. Ou bien peut-être était-ce dans la librairie d'Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Les photographies que j'ai faites de lui datent de 1937. Il s'agissait de le traiter anonymement comme un lecteur ordinaire confronté à tout l'appareillage d'une bibliothèque moderne, notamment l'interminable consultation de ses catalogues. Le livre qu'il préparait alors et qu'il n'a tragiquement pas eu le temps de finir, devant d'ailleurs avoir quelque chose d'un catalogue, il aurait dû, à écouter son compilateur, voir sa taille presque égaler celle de la bibliothèque, mais subtilement réarrangée. L'image qu'il avait employée était celle des papiers découpés de ces vieux livres pour enfants qui formaient des décors de théâtre miniature. Trouver un système qui permettrait de laisser passer la lueur d'une bougie à travers les milliers de livres qu'il avait consultés. Le savoir absolu, disait-il aussi, n'est qu'un motif en ombre chinoise. C'est ce qu'il ne couvre pas qui m'intéresse. Il avait eu cette idée quasi mystique qu'un être spirituel dormait à la belle étoile sous la nuit d'encre de ses caractères compilés. Un être, avait-il ajouté en souriant, qui pourrait être lui-même. Mais malgré son humour et son assiduité, il passait là toutes ses journées quand je l'ai connu. J'ai fini par comprendre qu'il était désolé d'en être réduit à ce travail. Je me souviens ainsi d'une conversation que nous avons eue sur Baudelaire et le dandysme. Il se prétendait, malgré son apparence très peu excentrique, un dandy bien plus conséquent que Baudelaire. N'avait-il pas encore mieux que les Fleurs du Mal composé une œuvre par fragments et à sa manière exclusivement poétique? Presque aucun ouvrage paru, sinon des catalogues de citations ou des compilations d'aphorismes, et tout le reste livré aux grosses mains de la presse, aux grosses mains destinées in fine à l'emballage des marchandises. Critiques, recensions, aperçus géniaux, résumés de l'histoire universelle et prophéties diverses. Il se vantait ainsi que le meilleur de son œuvre soit passé volontairement inaperçu, perdu entre une réclame pour le cirage ou pour une nouvelle marque de buvard. Non pas des publications, mais des publicités.
Et on a un peu là une des caractéristiques de son œuvre, qui est cette œuvre par fragments, justement, qui est assez révélateur finalement de l'œuvre de Benjamin. Bah, Voilà, des textes, l'un des textes les plus singuliers qu'il ait publié, c'est le dernier livre qu'il a pu publier en Allemagne sous pseudonyme, donc on est déjà en 1933, ça s'appelle Allemand. C'est un recueil de lettres de grands hommes allemands, des philosophes notamment, des écrivains genre Goethe, Hegel, etc., qui racontent, c'est leurs dernières lettres et qui les saisit sur l'instant de leur mort. Et donc c'est des lettres comme ça, et il s'est juste contenté d'écrire des courtes notices de ces lettres. C'est quand même singulier. Qu'au moment vraiment au moment où la tragédie se resserre, il ait cette idée de faire un livre sans auteur. Il y a quelque chose de... Et donc on sait pas trop on sait pas trop quelle est la part de... Un moment, Benjamin disait qu'il était le plus grand critique d'Allemagne pour une raison précise, c'est qu'il disait jamais je. Donc on sait pas. Il y a un jeu très clair entre ses identités, le pseudonymat, le fait qu'il écrit des textes bizarres, et le fait. C'est vrai qu'on a tendance à le reconstruire vis-à-vis de la fin, vu qu'il n'a pas fini son grand livre, le livre des passages, le livre sur Paris au XIXe siècle. On a tendance à considérer que le fragment et la raison ultime de l'œuvre de Benjamin est volontaire. Et comme il meurt en 40, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il n'aurait pas fini le livre. Je pense que c'était pas possible. La construction était trop ambitieuse et c'était pas possible. Et on retrouve de ses premiers travaux sur les romantiques allemands jusqu'à ses travaux sur réalistes, etc. Un goût évidemment pour le fragment et pour le livre pas fini. Et parmi les choses quand même assez étonnantes, un moment, tout début des années 20, il se commence à se positionner comme critique, comme publiciste, éventuellement comme écrivain, et il écrit, et c'est à ce moment-là, il traduit La Recherche du temps perdu, il traduit 2 tomes de La Recherche du temps perdu. C'est quand même quel écrivain qui n'a pas encore publié de livre se confronterait à un truc aussi décourageant, monumental. Voilà, et c'est monumental. Et par contre, il en extrait, ça qui est magnifique, il en extrait Enfance berlinoise autour de 1900. Et qui sont des sortes de vignettes proustiennes, un petit peu comme si de Proust on connaissait que quelques fragments de Combray et quelques fragments comme ça de la première partie, qui sont des textes sublimes, mais qui sont une sorte de revisitation de La Recherche du temps perdu par le fragment. C'est quasiment comme si Proust, c'est de pays qui a gagné, gagné c'est relatif, mais qui a gagné la guerre de 14 et il n'y a pas eu la crise inflationniste, donc toute cette bourgeoisie n'a pas été balayée et à l'autre bout, Benjamin qui vient d'un milieu moins riche, mais à peu près similaire à Benjamin, la bourgeoisie juive assimilée, à l'autre bout, au même moment, n'est pas capable de faire autre chose que des morceaux de fragments. Et par ailleurs, il a écrit des fragments aussi sur la crise inflationniste, des passages très beaux sur... Et toute la vie de Benjamin, avant même le nazisme en 1933, il est confronté au phénomène d'appauvrissement, on va dire, universel des Allemands de l'époque. Et c'est intéressant de voir que... Voilà, donc il y a 2000 explications pourquoi son œuvre est fragmentaire, parce qu'il est mélancolique, parce que l'Allemagne est en crise, voilà. Il y a plein de choses, et puis il est toujours fasciné. Il écrit sur Dublin, il écrit un texte sur Dublin, Alexanderplatz, il écrit sa critique, et puis il part... À peine il a écrit la critique, il part faire une croisière en bateau, il remonte les fjords en paquebot, comme ça, qui est quand même à la fois bizarre et en même temps, est-ce que c'était pour se prouver qu'il était capable d'écrire un roman à travers cette croisière, mais en même temps c'est hyper mélancolique, il fait le tour de l'Europe, puis à chaque fois qu'il quitte l'Europe de très loin, qu'il aille à Ibiza ou qu'il aille à Capri, il a une idée de roman, il écrit un texte, etc. Donc il y a une sorte de rapport compliqué qui fait que c'est comme si, à la fin, évidemment, la fin est connue, c'est Berlin sera la capitale à jamais manquante, il pourra jamais y retourner, donc ce sera un écrivain de l'exil, et donc voilà, tout ça fait sens et explique, il y a plein d'explications pourquoi son œuvre est fragmentaire, et elles sont toutes aussi bonnes. Oui, on peut pas en choisir une au détriment d'une autre. Le livre s'ouvre, vous avez ouvert votre roman par l'enfance berlinoise, justement par le livre dont vous parlez, Enfance berlinoise autour de 1900. Ça est censé être un passage supprimé, donc il y a un jeu sur le... Et après on rentre... Alors il y avait quand même un pari qui était quand même cette construction polyphonique de ce roman, avec des allers-retours dans le temps. On est parfois en 2023, on retourne après dans les années 2000, on repart dans les années 30. Alors il est né en 1892, Walter Benjamin, et donc il meurt en 1940. Est-ce que vous aviez déjà une architecture en tête, ou est-ce que le roman s'est un peu élaboré au fur et à mesure de l'écriture? Parce que ça donne, on rentre assez vite dedans et après on est assez fasciné parce que les textes se répondent les uns les autres, puisque les 3 personnages qui font cette enquête se
correspondent par mail et s'envoient voilà. Donc il y a quand même une espèce de construction comme ça, de marqueterie très habile de votre roman. Et puis après, je vous demanderai pour le titre aussi, le choix du titre, le XXe siècle, s'il vous est arrivé rapidement. 2 questions. Alors oui, la structure, pour le dire très simplement, c'est un roman épistolaire, donc des personnages contemporains qui enquêtent sur le manuscrit perdu du poète Messigné dont on a parlé tout à l'heure, et chacun de leurs échanges est interrompu par un document apocryphe de la vie de Benjamin, qui est à la fois totalement inventé par moi, mais qui est à chaque fois crédible, c'est-à-dire c'est toujours un document qui pourrait avoir été écrit par le personnage en question ou qui relate des détails connus de la vie de Benjamin, donc c'est comme si je produisais des fragments, mais qui s'inséraient bien dans les vides qu'on a de la biographie de Benjamin, qui ne la chamboule pas en fait, qui la complète. L'architecture, alors je sais pas trop, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, il y a quand même un côté, mais j'ai développé une technique d'écriture que faudrait que je refasse parce qu'elle était vraiment excellente. Je me levais très tôt et je travaillais au réveil pendant 1 heure et demie. Et c'est le premier roman où il n'y a pas eu de... c'est mon 6e roman, donc j'ai l'habitude de la crise du milieu de roman, le moment d'effondrement où ça va plus, et puis on se dit bon allez, il y a quand même la moitié du boulot est fait, continue, et puis on retrouve l'enchantement, voilà. Et c'est le premier roman qui a été écrit, j'ai jamais perdu l'enchantement. C'est un roman, je vais pas dire que ça a été facile de l'écrire, mais comparativement aux autres, ça a été un roman qui a été facile, alors qu'il a l'air comme ça compliqué. Et je me dis rétrospectivement, c'est parce qu'il a une proposition. C'est un roman qui est plus formaliste que les autres. Il a une proposition plastique. Il y a le côté, c'est ce que je raconte. C'est une image comme ça qui revient, mais j'espère qu'elle est pas trop extérieure et qu'elle imprime vraiment la structure du livre. Benjamin raconte dans ses souvenirs d'enfance qu'il a été fasciné par une chaussette parce que la chaussette, elle a pas son intérieur et son extérieur. C'est une sorte de bouteille de Klein, voilà, quelque chose qui se retourne, etc. Ça fait penser évidemment à la construction de la tour de Babel qui est à la fois finie et en chantier, etc. La tour de Babel qui est présente dans le roman. Ouais, et ça fait aussi penser à ce double édifice de l'œuvre d'art et de sa critique. L'un des premiers textes de Benjamin, un de ses premiers travaux d'étudiant, c'est sur la critique d'art romantique, où il développe cette théorie qui va pousser beaucoup plus tard que la critique est déjà contenue dans l'œuvre d'art et continue l'œuvre d'art, n'est pas du tout quelque chose d'extérieur à l'œuvre d'art. La bonne œuvre d'art génère sa propre critique. Et donc voilà, il y a tout ce jeu où en fait il y avait le droit de prendre une sorte d'écart par rapport à un récit monolithique normal. Voilà pour votre première question. Et la deuxième question sur le XXe siècle. Déjà, c'était un super titre. Quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment heureux, en mode j'ai trouvé un bon titre. Et vraiment, j'étais hyper heureux. Parce que il y a le côté, c'est tellement écrasant que il y a une petite faille d'ironie quand même. C'est trop lourd d'appeler un livre le XXe siècle. Et je suis parti de cette expérience. Donc Benjamin ne finit pas son livre des passages, donc le grand livre qui consacre à Paris, capitale du XIXe siècle, et une étude de l'archéologie architecturale et littéraire du capitalisme. Mais on en retrouve, et donc je sais plus exactement à qui il transmet les archives qui vont être publiées par les éditions du Cerf en 1980. Mais il y a une liasse qu'il transmet à Bataille, qui est à l'époque conservateur à la BNF, et cette liasse va être retrouvée par Agamben dans des circonstances un peu obscures, parce qu'il s'en expliquait qu'une fois par lettre, et c'est un peu bizarre cette histoire, et d'ailleurs c'est lui qui le possède encore, le manuscrit je pense, qui lui a été donné par la veuve de Bataille après la mort de Bataille, et donc c'est à peu près les mêmes textes, mais ça s'appelle c'est l'alias Baudelaire, et l'impression que ça donne, c'est un peu une interprétation de ma part, parce que j'ai pas fait vraiment le travail philologique pour l'étayer absolument, c'est qu'il écrit un livre sur le 19e siècle en général. Il y a un des chapitres qui s'appelle Baudelaire. Le chapitre sur Baudelaire devient tellement énorme qu'il retourne le livre et que d'un coup, ce qui n'était pas un roman commence à prendre une forme de roman parce qu'il découvre à la toute fin, c'est-à-dire on est en 38-39, il n'aura pas le temps de finir, il découvre le personnage principal et qu'en fait, ce sera un roman d'une forme dont on ne sait pas, a priori, il l'aurait pas fait ou se passe cette sorte. Voilà, ça sera un roman sur le 19e siècle dont le personnage principal sera Baudelaire. Et sachant ça, bref, sachant cela, merci. Sachant cela, il était amusant d'imaginer que mon fameux poète François Messigné, dont on suppose qu'il aurait écrit un livre sur Benjamin, si son livre sur Benjamin existe, le livre pourrait s'appeler Le XXe siècle et serait l'équivalent de ce qu'a fait Benjamin sur le XIXe, sauf que cette fois-ci, ce sera un récit du XXe siècle qui prendrait comme personnage principal Benjamin, avec ce détail génial, exégétique dans la vie de Benjamin, c'est que Benjamin meurt en 1940, donc il rate la seconde moitié du XXe siècle, mais la seconde moitié du XXe siècle va être le moment où on va lire Benjamin et où ses intuitions vont prendre forme.
c'est indirectement lui qui crée l'école de Francfort. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, mais son premier élève est Adorno, et donc voilà toutes les intuitions dans le roman très présent. Qui est dans le roman très présent. Oui, parce que alors ça c'était une réponse, parce que la biographie de Tackles que j'ai lue est une biographie anti-adornienne, parce qu'il y a une guerre très très violente chez les exégètes de Benjamin pour ou contre Adorno, parce qu'Adorno est soupçonné de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour exfiltrer Benjamin d'Europe, et quasiment. Alors Bruno Tackles va jusqu'à quasiment dire que Adorno a tué Benjamin, et moi, j'ai voulu réhabiliter Adorno, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Adorno, et les essais les quelques textes qu'a écrit Adorno sur Benjamin sont vraiment, vraiment peut-être parmi les plus beaux écrits sur Benjamin qu'on ait. Ouais. En fait, c'est aussi un ouvrage, vous parliez de Baudelaire, mais il est important, Baudelaire, parce que autant Baudelaire c'est le 19e, autant Benjamin c'est le 20e, en fait, si j'ai bien compris ce que vous dites, en fait, ce que vous écrivez dans le livre, en fait, en quelque sorte. Le 19e est un peu incarné, on pourrait dire, par Baudelaire, et le 20e serait incarné par un personnage qui est Benjamin. Il est représentatif, on va dire, d'une... Benjamin, en fait, très jeune, il traduit Baudelaire, c'est un de ses premiers livres, c'est des poèmes de Baudelaire. Parce qu'il y a le traducteur officiel de Baudelaire qui est Stéphane Georges, et Benjamin rentre dans la critique en se rebellant contre l'école post-romantique de Georges, en disant que c'est pas des bonnes traductions. Donc voilà, il fait ses propres traductions de Baudelaire. Il a une formule géniale sur les poèmes de Baudelaire. Ces poèmes sont des missions accomplies. Je n'avais jamais pensé à Baudelaire comme ça, mais il y a un côté des missions accomplies. Voilà, et c'est très amusant. C'est pour ça que je voulais parler de poésie contemporaine. C'est que la poésie, elle est souvent sur un mode déploratif. Elle regrette que l'époque ne soit pas poétique, et on a l'impression que 80% de la poésie contemporaine consiste à dire que si les gens lisaient de la poésie, ça serait beaucoup mieux. Enfin, il y a une sorte de boucle, de spirale de l'échec comme ça qui se met en place. Et Baudelaire, le premier, prend pas ça comme objet. Enfin, il y a à la fois l'héritage romantique, mais c'est pas un écrivain de la déploration, et c'est un écrivain qui est anormalement moderne. Et d'ailleurs, le statut de Baudelaire est très bizarre. C'est le seul auteur du 19e siècle qui n'a pas vieilli. Bizarrement, on n'écrirait plus comme Baudelaire, mais il y a quelque chose de très bizarre. Très actuel. Et Benjamin fait une des remarques que j'aime bien aussi de Benjamin sur Baudelaire, c'est que tous les poèmes de Baudelaire sont situés dans Paris, mais il n'y a pas un seul lieu reconnaissable. Il est à la fois le poète de Paris, et c'est déjà une abstraction. C'est déjà comme si Paris était dissous en éléments de signes extrêmement extérieurs. Donc il y a un travail... Il y a un travail très 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 bizarre qui fait de Baudelaire une source majeure pour la modernité en général. Ouais. Alors, il y avait quand même ce pari de ce roman, c'est de faire parler ces personnages là, qui sont... Alors, il y a aussi un groupe d'ultra-gauche là, qui apparaît très vite au début du roman, qui s'appelle le groupe Benjamin. Justement, il y a toute cette dimension. À un moment donné, on part sur une ZAD. Alors, on peut reconnaître le barrage de Sivens. Vous me direz... Enfin, un moment, les dates correspondent. Voilà, le livre pas cité, mais les dates correspondent. On se rappelle tous ici de la mort de Rémi Fraisse, l'étudiant. Et donc, il y a aussi une ZAD à Paris. Enfin, il y a toute cette dimension très contemporaine qui vient subtilement s'intégrer dans le roman. Et je trouve que ça, c'est une des grandes réussites du livre, c'est d'arriver comme ça à jouer sur différentes époques et à faire que les choses sont hyper crédibles, et que les personnages dialoguent entre eux. Et notamment, donc, comment sont-ils nés, ces trois chercheurs? Il y a un critique de cinéma, si je me souviens bien. Il y a une chercheuse Edith, là, qui est à la BNF. Et puis un troisième personnage, Thibault, je crois. Comment sont-ils nés Je voulais des Benjaminiens. Des Benjaminiens crédibles. J'en connais pas moi-même, mais j'en ai fantasmé trois. Et je me suis dit que les domaines où les recherches benjaminiennes sont plus actives, c'est l'architecture, la critique en général, évidemment, parce que Benjamin est un grand critique, et puis l'université tout court. Donc j'ai une universitaire, un architecte et un critique de cinéma. Donc c'est venu comme ça. Puis en fait, je leur ai attribué plein de choses assez personnelles, bizarrement, alors que c'était pas du tout le projet. Et ce qui m'a amusé, c'est l'histoire des réceptions de Benjamin. Il est beaucoup lu dans les années il est lu dans les départements d'esthétique, de philosophie, par exemple, pour l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique. Il est redécouvert notamment par Daniel Ben Saïd dans les années 80-90 autour du concept de messianisme, à une époque où l'expérience gauchiste tourne mal, ou en tout cas n'arrive plus à s'articuler, etc. Donc il est redécouvert à ce moment-là à travers notamment ce concept c'est le titre du livre de Ben Saïd, mais c'est un concept qu'il emprunte à Benjamin, de la révolution comme frein d'urgence du train de l'histoire. Et il est redécouvert de façon contemporaine à travers à la fois des textes sur la critique de la violence policière qu'il a écrit dès les années 20 sur la République de Weimar, et sur aussi des textes plus... Pour le dire de façon très grossière, c'est l'un des
C'est l'un des premiers critiques du progrès non réactionnaire. En fait, il invente une position qu'aujourd'hui une grande partie de la gauche, voire de l'ultra-gauche, revendique. Et c'est un peu Benjamin qui l'invente. Ce n'est pas une déploration du bon vieux temps, c'est profondément pas réactionnaire, et en même temps c'est une critique du progrès, et c'est quelque chose qui s'articule très bien avec les problématiques qui sont les nôtres de crise écologique. Donc c'était amusant d'imaginer quel serait l'actuel de la réception de Benjamin. Aujourd'hui, ça serait le livre sur les violences policières et la critique du progrès. Notamment un passage donc sur la gauche et la droite, vous venez de parler justement de côté politique, Walter Benjamin, fragment crayonné sur une page de son exemplaire des Confessions de Rousseau. On est page. C'est le dernier livre qu'il a lu, qu'il a emmené. Il y a des choses interdites, mais la seule chose illégale, c'est le pouvoir. Voilà l'unique constitution recevable si elle n'impliquait pas contradiction. Le seul activisme de la droite, c'est l'État. La droite est ce qui se consolide dans le moindre de ses mouvements. De perdre à chaque coup, de voir chacun de ses coups déjoués, cela pourrait être la définition tragique de la gauche. Mais ne pouvoir perdre, être perpétuellement condamné à la victoire, c'est le destin encore plus tragique de la droite qui ne peut jamais être défaite. Et c'est en cela, pourtant, qu'elle pourra être vaincue. Car ce n'est pas la colère de Dieu, mais la révolte de ses ouvriers qui détruisit Babel. Il y a la tour de Babel dont vous parliez tout à l'heure, Aurélien Bélanger, qui irrigue aussi un peu le livre avec Borges. Aussi. Il y a toute cette dimension aussi présente dans votre roman. Oui. J'essaie d'un petit peu. Oui, non, c'est le. Panorama. C'est. Sur la gauche et la droite, c'est assez éclairant. Enfin, sur. Oui, mais une résonance. Non, j'ai du mal à rebondir parce que en fait, le motif de Babel, il est très présent dans le livre dans la mesure où en tant que réflexion sur le roman, peut-être. En tant que roman dans le roman. En fait, au-delà, vraiment, Babel en tant que mythe qui a trouvé sa forme la plus connue dans le texte de Borges, la bibliothèque de Babel, qui est de la littérature comme combinatoire et qui trouve d'autres expressions, les singes dactylographes qui écrivent. Et c'est vraiment un récit qui hante la modernité, je pense. C'est intéressant que Borges a été le premier à le formuler aussi nettement. C'est pas seulement une nouvelle marrante, c'est aussi quelque chose qui met profondément en cause la position d'auteur, qui met profondément en cause l'existence de la rationalité même. À partir du moment où tout est combinatoire, il n'y a plus de sens, etc. Et toute l'œuvre de Benjamin, c'est d'opérer à l'intérieur de cette modernité, c'est-à-dire de ne pas la réfuter, mais d'essayer de voir au-delà. Et c'est assez bizarre. C'est un des derniers textes qu'il écrit quand il écrit son livre sur Paris. Il découvre l'éternité par les astres de Blanqui. Donc Blanqui, au moment où il est détenu par le pouvoir, grand révolutionnaire. Auguste Blanqui. Ouais, grand révolutionnaire à l'époque du Second Empire. À l'époque où il est détenu loin de Paris. Je crois que c'est pendant je sais plus, c'est en 48 ou pendant la Commune. Je veux pas dire de bêtises. Enfin, à l'époque où Paris s'insurge, lui, il rate la Révolution parce qu'il est prisonnier. Et alors même qu'il est prisonnier, il s'invente une sorte de prison mentale absolue qui est le concept d'éternité par les astres. À partir du moment où nous sommes constitués d'atomes, comme dans la philosophie de Lucrèce, les assemblages d'atomes vont se répéter vu que l'univers est infini, et donc on va être éternel parce que notre vie, on va la rejouer infiniment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une théorie que Blanqui émet avant que Nietzsche fasse l'hypothèse de l'éternel retour, donc il anticipe. Et Benjamin, de façon très, je pense que c'est le coup de génie de Benjamin est là, c'est qu'il va critiquer cette conception métaphysique qui est assez raccord avec ce qu'on sait de la science de l'époque, le victoire de l'atomisme, les premiers pas de la thermodynamique, etc., qui est assez validé par ça. Et il va la contester au nom de la politique. Il dit Blanqui est encore prisonnier de la même métaphysique bourgeoise qu'il l'a acheté en prison. Alors qu'il est jeté en prison, il fabrique une métaphysique qui le rejette encore en prison, encore plus fort. Et donc, si on continue un peu cette geste mentale un peu bizarre, c'est quelque chose en fait qui est profondément marxiste. L'idée que les structures d'aliénation imitent une sorte de causalité naturaliste et s'ancrent dans une causalité naturaliste, mais qui est peut-être pas dernière. Et on trouve à peu près la même chose dans un texte de jeunesse de Benjamin où il découvre. Il s'intéresse à la philosophie de l'histoire, il lit l'histoire d'une idée universelle au point de vue cosmopolite de Kant, et il trouve ça très pauvre, et l'un de ses premiers textes philosophiques, qui doit s'appeler « Leçon sur la philosophie qui vient », il est vraiment très jeune, il doit avoir 23-24 ans, c'est un pamphlet contre Kant, en tant que Kant ancre sa théorie politique sur la physique de Newton, qui n'est pas bonne. Enfin,
il dit pas qu'elle est pas bonne, il dit pas qu'il est plus fort que Newton, il n'y a pas d'ambition de faire un travail de physique chez Benjamin, mais de dire que cette articulation entre une certaine ontologie matérialiste et un certain type de production politique, c'est l'un des premiers. Donc c'est quelque chose, voilà, je tâtonne beaucoup là-dedans, mais c'est intéressant, c'est que Benjamin, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la poésie tout à l'heure, va essayer de dynamiter de l'intérieur les choses, non pas en déplorant qu'elles soient ainsi, mais d'aller chercher en profondeur le moment où de cette nécessité implacable qu'on vit tous. Arrive du possible, donc lui appellerait ça le messianisme probablement. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il fait un travail de métaphysicien assez conséquent. Et qui s'ancre évidemment à son débat très compliqué avec le marxisme, parce que les rapports de Benjamin et le marxisme sont très compliqués. C'est peut-être l'une des choses les plus intéressantes à étudier, parce qu'il est très ami avec Brecht. À travers Brecht, il va rencontrer Karl Kraus, je sais plus, enfin non, un autre, enfin un grand interprète considéré comme un des meilleurs interprètes du Capital de l'époque, etc. Enfin, il connaît bien, et en même temps, on n'est pas totalement certain qu'il ait lu le Capital. Enfin, il y a tout un jeu avec le marxisme, etc. Et qui est assez passionnant. Donc c'est pas totalement un hasard s'il a été redécouvert par une façon contemporaine, par une gauche qui essaie de revisiter une sorte de réinventer Marx aujourd'hui, avec cette intuition bizarre. Ouais. Mais il y a que deux personnes qui m'ont fait cette intuition, qui sont d'un côté c'est Debord et de l'autre côté c'est Benjamin. Debord, ouais. C'est qu'en fait le Capital est un grand poème épique, mais il est écrit dans la mauvaise langue, dans la langue de la science économique, donc c'est illisible. Personne n'arrive à lire le Capital. Mais les intuitions du Capital, elles sont prodigieusement poétiques, parce que c'est le poème de la matière qui s'auto-écrit, etc. Et que les deux personnes qui ont un peu réussi à mettre ça en lumière, mais de façon confuse, peu argumentée, mais qui ont porté le plus fort l'intuition, me semblent être Walter Benjamin et Guy Debord. Vous avez évoqué Brecht, c'est vrai que Benjamin rencontre alors dans le roman Brecht, Gide, Jouandeau, enfin, si je me souviens bien, enfin, il y a pas mal comme ça de romanciers français, et aussi de penseurs, d'intellectuels qui aussi sont très présents dans le roman. Et ça arrive vraiment toujours très... c'est jamais plaqué, quoi. Vous les faites venir, si je puis dire, de manière très naturelle. Non, mais c'est le fait de... Il y a une sorte de relecture a posteriori, et spécialement à partir du texte, qui est pas mal, hein, mais qu'a écrit Hannah Arendt. Hannah Arendt était la cousine de Benjamin par alliance. De faire de Benjamin le malchanceux, parce que Benjamin, en fait, il se suicide alors qu'il peut pas passer la frontière, mais apparemment, il avait quand même les bons papiers, il aurait passé la frontière, etc. Il présente une thèse de philosophie Sarrat. Il se marie Sarrat, enfin voilà. Présenter Benjamin comme malchanceux. Et il y a une sorte de relecture aujourd'hui dans l'université de Benjamin en disant que c'est quand même un très bon intellectuel. C'est un très bon intellectuel, il publie au bon endroit, il a les bons réseaux d'amitié. C'est idiot de le résumer à quelqu'un qui n'a pas de chance. En fait, c'est un très bon intellectuel, et c'est vrai que sa biographie, il croise à peu près tout le monde. Alors, il rate Kafka, mais ils sont ensemble, je crois, à Munich, ils se voient pas. Mais il écrit sur Kafka 2 ou 3 ans après la mort de Kafka, donc il lit Kafka très très tôt. Il traduit Proust, pareil, juste quelques années après la mort de Proust. Il va rencontrer les surréalistes à Paris. C'est un bon intellectuel dans la mesure où il voit, enfin, au sens bourdieusien du terme, il voit le champ et il se trompe assez peu sur le champ. Et quand il devient ami avec quelqu'un, c'est Bertolt Brecht. Donc c'est le réseau de ses amitiés, je dis pas que c'est du calcul, hein, mais le réseau de ses amitiés en fait vraiment un intellectuel fascinant, et une figure un peu déçue parce qu'il est très francophile. Je crois que son père avait été banquier à Berlin dans les années 1880-1890. Il est très francophile, il parle français, il parle pas anglais, c'est étonnant, un philosophe qui parle pas anglais. Mais non, c'est étonnant. Et donc du coup, il arrive il fait de fréquents voyages à Paris. Et quand il arrive vraiment à Paris en 1933, ça se passe moins bien que prévu, en fait. Cette ville d'élection ça va être plutôt une ville d'exil. Mon hypothèse, c'est parce que les Français sont méchants et que Benjamin, c'est un Allemand qui parle lentement et il se moque de lui. Et il y a un moment, il l'appelle parce qu'il dit toujours tiens. Il dit quelqu'un dit un truc intéressant, tiens, ça t'est intéressant. Je saurais pas imiter sa voix. Et les Français se moquent de lui, quoi. C'est le type un peu rond, qui pense pas très vite, etc. Et c'est pour ça que je me suis amusé à le confronter
En fait, je l'ai confronté à deux intellectuels parce que je sais qu'il les a vraiment rencontrés. Je sais plus exactement, mais les dates sont les bonnes. Il va rencontrer Emmanuel Berle et Emmanuel Berle qui est vraiment l'intellectuel. J'aime beaucoup Emmanuel Berle. Je veux pas le desservir en disant que c'est un intellectuel mondain. C'est vraiment un intellectuel qui sait, qui a une sorte d'élégance bourgeoise comme ça dans la pensée, de vivacité, etc. Et il va être un peu consterné en fait par Benjamin. Genre c'est ça la plus grande intelligence d'Allemagne. Il y a un côté bon bah voilà, c'est cette espèce de vieux racisme de base des Français vis-à-vis des Allemands. Les Allemands ils sont profonds mais ils sont lourds. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et puis l'autre truc qui est évident, bah il va rencontrer Joindeau, c'est l'antisémitisme qui est assez fort de la société française de l'époque. Moi j'ai découvert en bossant sur Bataille parce que Benjamin a fréquenté Bataille, a un peu fréquenté le groupe Acéphale. L'un des rites d'Acéphale dont on sait pas grand-chose, c'était de refuser de serrer la main aux antisémites. Et refuser de serrer la main aux antisémites, dans les années 30, en fait, à Paris, c'était genre hyper difficile. C'était vraiment une épreuve. Donc voilà, il y a aussi clairement ce phénomène, ouais. Le passage sur Joindeau, peut-être ça vous dirait, puisqu'on parle de Joindeau, je sais pas, peut-être de le lire ou... Allons-y. Bon, enfin, c'est le seul passage antisémite du livre. Non. Alors, cela dit, c'est un thème important du livre aussi, l'antisémitisme. Ah non, mais bien sûr. Le messianisme juif, on va en parler justement, et qui prend des résonances au puis la Palestine. Enfin, alors, je vais pas imiter la voix de Joindeau pour. Oui, choisir un autre passage si vous voulez, Aurélien Bélanger. Non, mais allons-y. J'ai reçu hier un certain Walter Benjamin, intellectuel juif allemand, prétendument francophone, traducteur en tout cas avéré de quelques-unes de mes nouvelles pendant une croisière en mer du Nord. Le juif errant se serait-il découvert avec elle des instincts de viking? Personnage très cultivé, bon connaisseur de la littérature française, nonobstant son aspect défraîchi, le caractère immémorial de ceux de sa race sans doute. On lui sent des enthousiasmes de collégien, le genre à s'évanouir en entendant le nom de Mallarmé. Il m'a aussi donné l'impression d'être un collectionneur, de ceux qu'on voit vous demander des autographes ou qui vous envoient des livres à dédicacer. Sauf que mon hôte, en cela plus dandy peut-être que simple collectionneur, se contentait d'amasser des rencontres avec des écrivains français sans rien leur demander en échange. Il devait pour cela forcer quelque peu sa nature, car le collectionneur est en soi un spéculateur et je ne connais pas de juif qui ne le soit pas. Enfin, cela ne m'étonnerait pas qu'il exploite ce filon d'une façon ou d'une autre, car il s'est présenté en moi sous le titre vague de correspondant. Il se rêve peut-être en héritier des frères Grimm, voire en Humboldt, qui, après son ascension du Chibor-Raso, s'était lancé dans une expédition pas moins périlleuse en s'établissant à Paris, celle de la culture française. Et voilà qu'il me parle de la NRF, de Gide, des surréalistes et de Julien Green. Cet explorateur infatigable ne recule devant rien, à se demander s'il ne va pas demander sa naturalisation. Il est en tout cas allé traquer les écrivains français jusqu'à des endroits difficilement recommandables. Ainsi m'a-t-il raconté avec une exaltation hors de propos comment il aurait retrouvé le bordel clandestin que fréquentait Marcel Proust. A-t-il exigé qu'on lui montre le fouet avec lequel son collégionnaire se faisait fouetter? Alors, la rencontre existe bien. Elle n'est pas notée dans le journalier de Joindeau, qui était le journal de Joindeau. Et Proust, alors il s'est trompé sur les personnages. Il a confondu deux personnages de la geste proustienne. A vraiment rencontré la personne avec qui Proust allait au bordel. Donc voilà, j'ai aussi amusé à mélanger les choses vraies et fausses. Il y a une dimension assez urbaine aussi. Vous avez évoqué le livre des passages, hein, c'est le passage parisien. Vous l'évoquez à plusieurs reprises dans le roman, mais il y a aussi la présence de Berlin, évidemment, sa ville de naissance. Moscou également. On a Marseille aussi qui va apparaître un moment. Il y a ce côté urbain et voilà, il y a cette dimension de la modernité aussi très présente chez lui, à travers notamment le livre des passages, qui est peut-être son plus grand livre. Je ne sais pas, vous en diriez quoi, vous, Aurélien Bélanger? C'est son plus grand livre, Walter Benjamin, le livre des passages? Non, parce qu'en fait, en général, tout le monde tous les Benjaminiens le possèdent, mais personne ne l'a lu en totalité, en fait. Alors, lequel, justement, si on devait retenir un livre de Walter Benjamin? Ça dépend son niveau d'engagement. Si on a un niveau d'engagement faible, Enfance berlinoise autour de 1900, c'est sublime. Si on a un niveau d'engagement fort, Les origines du drame baroque allemand, incompréhensible, mais génial. Dès qu'on comprend, c'est génial. Mais c'est un bouquin qui demande une intensité. Il y a les 15 premières pages, ça s'appelle la préface épistémocritique. L'ambition, c'est de réécrire la critique de la raison pure en 15 pages. Après, je sais pas si c'est réussi ou pas, mais c'est pour dire le niveau de densité du texte. Et le livre des passages. Non, c'est vrai qu'il a écrit sur les villes. La ville vraiment comme objet, l'objet moderne, intérêt des surréalistes. Il a appris la flânerie avec son ami, non pas Stéphane, le père de Stéphane Hessel, ou Stéphane Hessel, d'un autre Hessel. Bref.
Franz, merci. Franz, il a appris, merci. Il a appris l'art de la flânerie avec Franz Hessel, qui a écrit des flâneries dans Berlin, donc il est imprégné de ça. La grande rencontre littéraire de sa vie, et c'est un livre qu'on doit absolument pas sous-estimer, même si c'est un écrivain qui sort tous les 10 ans, il sort de son purgatoire, mais c'est compliqué, c'est Aragon. La grande rencontre de sa vie, c'est le déclic pour écrire le livre des passages, c'est le Paysan de Paris, et spécialement la première partie du Paysan de Paris qui s'appelle le passage des panoramas. Le passage des panoramas, en plus l'histoire est fascinante parce que les travaux du boulevard Haussmann se sont arrêtés à peu près 200 mètres du boulevard des Italiens, donc l'emprise haussmannienne sur Paris n'est pas terminée. Donc le boulevard s'arrête sur une façade, et à l'intérieur de ces façades grouille encore le Paris quasiment médiéval, avec le passage de l'Opéra où se réunissent les surréalistes. Et le passage de l'Opéra va être détruit, enfin le boulevard Haussmann va être terminé, je crois, au début des années 30. Donc Benjamin va connaître probablement les deux états de cette chose. Et cette espèce de capharnaüm surréaliste bizarre. Et moi, à titre personnel, alors j'habite le 9e arrondissement, donc l'arrondissement de Paris qui concentre le plus de passages. À titre personnel, la poésie des passages m'est très très familière, et c'est un lieu très important pour moi. Et d'autant plus que alors c'est compliqué, il y a toujours une sorte de bataille comme ça pour avoir des pas de porte, mais il reste dans les passages des vraies boutiques historiques qui vendent encore des gravures, qui vendent encore des canapés, d'autres qui vendent encore des bandes dessinées rares, d'autres qui vendent encore des jouets anciens. Voilà, ce monde existe encore. Ce monde où le capitalisme, ce que dit Benjamin, c'est le monde où le capitalisme est apparu en clair-obscur. Benjamin comprend, c'est quelque chose qui nous est familier, mais Benjamin est un des premiers à comprendre. Si on veut comprendre le capitalisme, plutôt que d'aller dans un multimall ou dans un multiplex d'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de prendre l'endroit où il est né. Donc il va chercher les petites boutiques bizarres des passages. Et ça... c'est l'une des portes d'entrée les plus merveilleuses pour l'œuvre de Benjamin. Donc en fait, le livre des passages, c'est quand même une porte d'entrée. On peut rentrer. Achetez-le, ça vaut 39 € aux éditions du Cerf. C'est un livre qui est très fascinant. Ouais. Il y a cette dimension aussi de réflexion sur l'architecture, parce que cette bibliothèque, cette BNF, le site de François Mitterrand, pas la rue de Richelieu. Encore que vous en parliez aussi, le roman en parle aussi à la fin, la salle ovale du site Richelieu. Mais finalement, cette architecture de cette bibliothèque nationale de François Mitterrand est aussi assez révélatrice d'une époque, des années 90, avec ce côté mausolée, côté froideur. Et là, on est aussi sur une réflexion sur l'époque, aussi sur l'évolution. Comme il y a aussi dans le livre une réflexion sur le temps, puisque en effet, le XXe siècle, et peut-être pas celui, même si c'est le siècle en effet des horreurs, des guerres et autres, il y a peut-être des choses aussi à en retirer de bénéfiques dans ce XXe siècle. Il y a aussi cette dimension, je trouve, dans le roman, de réflexion sur le XIXe et sur le XXe. Parce que Benjamin se trouve un peu à la frontière des deux. Quasiment l'un des tout derniers textes écrits par Benjamin, c'est les notes sur le concept d'histoire, et il invente, il développe le sorte qui sera en fait l'armature épistémologique de toute son œuvre, et en tout cas de son livre sur les passages, une conception non linéaire de l'histoire, conception qu'on a appelée messianique, etc., où et le messianisme n'est pas quelque chose du futur, c'est plutôt un moment où un souffle du passé s'entend dans le présent. Voilà, c'est une sorte de dialectique comme ça qui est très compliquée. Et partant de là, effectivement, le XXe siècle reprend un intérêt bizarre, parce que c'est à la fois le siècle des horreurs les plus absolues, et c'est en même temps le siècle de la modernité triomphante, et la façon dont tout ça s'articule est très compliquée, et fait du XXe siècle, alors sans pousser le curseur à l'extrême de dire le XXe siècle comme œuvre d'art totale, comme ça a pu être dit par beaucoup d'artistes d'avant-garde, sans aller jusque-là, le XXe siècle reste un moment un peu hors du temps. C'est pas, en fait, vu que le progrès atteint son point de réfutation, c'est difficile de ranger le XXe siècle dans une frise chronologique normale. Voilà, le XXe siècle est un siècle de monstruosité où les démons de l'histoire sont lâchés et qui demandera comme ça une sorte de retour critique très très long. Et en plus, il y a ce trajectoire normale de moi je suis né en 80, on déteste toujours le siècle avant nous, voilà, et donc on saute toujours le siècle d'avant, le XXe siècle a haï le XIXe siècle, etc. Voilà, il y a cette espèce de dynamique. Je dis bon, on est en 2023, on peut commencer à se retourner. Parce qu'il est de bon goût de pas aimer le XXe siècle. Et je sais plus pourquoi je voulais dire ça, c'était par rapport à la question sur l'architecture. Oui, et la BNF, elle est très intéressante parce que dans sa structure, c'est un bâtiment qui est très moderniste, mais moderne au sens de mise der Rohe, c'est vraiment un minimalisme. C'est l'un des bâtiments les plus purs
qui a pu être fait de ce courant minimaliste de l'architecture. Et de l'autre côté, c'est un brébus bizarre. On a dit que c'était un livre, que c'était 4 livres ouverts qui se faisaient face. On a dit que c'était comme un cloître médiéval au milieu d'une forêt, etc. Donc c'est à la fois un bâtiment qui se proclame totalement sorti de l'histoire, totalement dans le futur, et en même temps qui est très chargé par une symbolique très très lourde. Et ce qui m'a spécialement intéressé, c'est qu'on est très contemporain des questions sur la disparition du livre, sur la disparition de la lecture, sur tous ces débats contemporains qui sont très très vifs depuis l'apparition d'Internet. En fait, la BNF les anticipe largement, parce que la BNF est à la fois le temple de la conservation du livre et un lieu qui organise pas leur disparition, mais c'est un bâtiment cybernétique. C'était ce qui avait été beaucoup remarqué. Et il y a beaucoup de gens qui venaient de la mouvance un petit peu situationniste, critique de la technique, qui ont écrit sur la BNF. Très négativement dans les années 90, mais pas au mode où le Figaro a écrit négativement sur la pyramide du Louvre en disant c'est une hérésie. C'était étonnant, c'était une critique qui venait plutôt de la gauche contre la cybernétisation du savoir, qui était incarnée par cette chose qui était une machine à faire disparaître les livres et à faire disparaître les lecteurs. Et c'est pas un hasard si elle tombe à peu près dans les années 90, donc on ne sait rien encore d'Internet quand elle est conçue, mais elle est déjà le mausolée en fait de la culture du livre. Elle est déjà quelque chose. Et Benjamin, dans un texte de sens unique, raconte l'histoire de façon très résumée. Il raconte l'histoire du livre, et le livre commence à plat comme un travail de copiste. Après, c'est à plat, vraiment très très horizontal. C'est le livre de l'imprimerie de Gutenberg. Il va lentement se relever avec la presse, les presses rotatives, et puis la presse ou le journal, on le lit à l'oblique, on ne le lit déjà plus à plat. Avec les publicités qui commencent à jaillir dans les villes à cette époque-là, en fait, les villes sont des sortes de livres dépliés. C'est ce que racontent vraiment les années 20, Sens unique et tout cet intérêt. Donc le livre éclate, se lit à la verticale, et donc il dit dans ce texte que avant même qu'on ouvre un livre, on a déjà été bombardé de lettres et de caractères d'imprimerie dans tous les sens. Et l'étape d'après, il imagine quelle pourrait être l'évolution ultime du livre. Il dit que ce serait la boîte du chercheur. Le chercheur ne compose plus des livres, il compose des boîtes à fiches qui communiquent avec d'autres boîtes à fiches à destination du chercheur du futur qui va réassembler sa boîte à fiches, etc. Il a une sorte de vision comme ça, quasiment pré-cybernétique, pré-hypertexte, pré-HTML du livre. Et c'est intéressant de se dire. Et la BNF, en fait, elle arrive vraiment à ce moment-là, au moment très post-moderne où on commence à mettre en scène le savoir. Les tours s'appellent tour des lois, tour des nombres, tour des temps et tour des lettres. Il y a quelque chose très années 80. C'est la fin. C'est très fin de l'histoire. Et en même temps, tout ça est évidemment est plus intéressant que ça. Mais voilà, ça m'intéressait de raconter l'histoire de cette bibliothèque. La BNF, elle est arrivée vite dans l'histoire. Vous en avez eu l'idée elle était un personnage, en quelque sorte, un peu d'une. Oui, non, il y a vraiment. Oui, je voulais vraiment rendre justice. Et puis c'est quelque chose. Moi, moi, j'habite Paris depuis une vingtaine d'années, mais avant j'ai grandi en banlieue parisienne et je voyais, j'ai toujours connu le chantier de Tolbiac, cette espèce de ville, c'était le seul chantier de Paris, c'était cette espèce de ville sur pilotis qui était créée au-dessus des rails d'Austerlitz, etc. Avec un travail incessant. Et de toute façon, ça m'a beaucoup conforté sur la qualité de mon choix, c'est que j'ai découvert seulement à cet automne, j'avais déjà fini le livre, j'avais jamais lu Sebald, et Sebald dans Austerlitz justement fait de la BNF il y a des pages très très belles sur la BNF, donc ça veut dire c'est cool qu'on soit plusieurs à avoir relevé que c'était un objet important. Sinon moi j'avais découvert ça à travers Tardy, Brouillard, les adaptations de Léo Mallet, Brouillard au pont de Tolbiac, etc. Parce que c'est un paysage qui est très bizarre, c'est à la fois la ville du futur et en même temps c'était dans une ambiance un peu de polar, un peu cheap, genre Julie Lescaut des années 80 où il y avait des entrepôts frigorifiques, où il y avait des gangs qui opéraient. Ouais. Il y a aussi des dimensions, vous parliez du messianisme juif, de cette question de l'antisémitisme. Je trouve que finalement ces textes de Benjamin, votre roman, prend une résonance aussi actuelle avec ce qui se passe aussi en Palestine, avec le conflit israélo-palestinien. On a l'impression que c'est d'une actualité toujours assez criante, Aurélien Bélanger, malheureusement. On est totalement dans la question de l'antisémitisme et on arrive sur quasiment presque un fondamental anthropologique, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas disparu et qui s'est maintenu de façon très constante en fait, donc avec des pics, mais effectivement c'est tout à fait fascinant. Benjamin, c'est intéressant parce qu'il appartient vraiment de cette génération d'enfants de juifs très intégrés qui ont plus ou moins renoncé au judaïsme, mais à peu près. Enfin, il vient vraiment d'un milieu.
qui est à peu près le milieu qui va se manger l'affaire Dreyfus en France, en fait, de gens qui pensent que la question juive est derrière eux. Et Benjamin, c'est encore plus vrai si on prend son meilleur ami de jeunesse qui est Gerhard Scholem, qui s'appelle pas Gerhard Scholem, il s'appelle Gerhard Scholem en fait. Et pareil, il vient d'un milieu de juifs assimilés et lui va se tourner vers la relecture, la redécouverte de l'histoire juive, des textes médiévaux, des histoires de l'un de ses livres les plus célèbres, c'est sur la bataille de Séville, l'histoire d'un faux messie, je crois vers la Roumanie si je dis pas de bêtises. Donc il y a une redécouverte par les fils. Et ce que dit Hannah Arendt assez justement, c'est parce que pourquoi est-ce qu'il y a autant d'intellectuels juifs à cette époque ? C'est parce que c'est la mauvaise conscience des pères qui avaient abandonné le judaïsme et qui, via l'étude, même si c'est de l'étude très laïcisée, si c'est de l'étude universitaire, a laissé très largement ses enfants faire des études parce que c'était une façon, ils continuaient l'étude. Et donc arrive cette génération des années 20 où il y a plein d'intellectuels juifs très très forts en Allemagne pour ces raisons que j'ai expliquées. Et alors, est-ce ils sont confrontés à l'antisémitisme, c'est évident. Mais il y a des textes très très bizarres. Par exemple, Benjamin, il fait partie d'un groupe je le raconte un peu dans le livre, il fait partie d'un groupe de jeunesse. Il y a des sortes de groupes, de syndicats de jeunes qui militent pour la jeunesse. On n'est pas dans le cadre français, on est dans le cadre de l'Empire prussien, donc c'est très conservateur. Et ils font des sortes de descentes en flambeau dans la montagne en chantant aïe, quoi. Il y a un côté, et il y a un héritage évident. Alors, je dis pas du tout qu'il joue un rôle là-dedans, mais c'est étonnant. On ne sait pas là-dedans qu'on imagine le jeune Benjamin dans les années 10, en fait. Et donc voilà, il y a toute cette histoire qui est effectivement très 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 intéressante. Et Scholem va partir en Palestine très tôt, dès les années 20, et va passer 20 ans aussi de convaincre Benjamin de le rejoindre. Et Benjamin va lui mentir du début à la fin. Il va prendre l'argent pour faire des cours d'hébreu, mais il va pas pour faire les cours d'hébreu. Il lui dit t'inquiète, là je peux pas venir en mars, mais en septembre je vais venir, etc. Et finalement il va jamais venir avec cette espèce de alors à la fin quand même il va essayer par tous les moyens de quitter la France, mais il y a cette obsession. Il y a cette obsession chez Benjamin que la place des Juifs est en Europe. En partie en Europe. En tout cas, il n'est pas du tout antisioniste. Mais pour lui, et de façon quasiment, c'est presque inexplicable pourquoi il échoue. Enfin, il se rend compte beaucoup trop tard qu'il faut partir, en fait. Et à peu près tout le monde part. En fait, les gens avec qui il est à Marseille, Hannah Arendt, etc. À peu près tout le monde part. Et lui fait partie de ceux qui ne partiront pas, en fait. Et il meurt. C'est aussi ça qui est intéressant. Il meurt en 1940. C'est-à-dire, il meurt. Il ne sait pas ce qui va se passer. Le niveau de persécution antisémite n'a pas du tout le même niveau en 1940 qu'en 1942, et donc ça en fait un témoin, mais un témoin un peu paradoxal. Il meurt avant que le pire se déclenche. Donc non, c'est une question hyper intéressante. On va peut-être passer la parole au public. Aurélien Bélanger, peut-être avez-vous des questions, des remarques, des réflexions à propos de ce magnifique roman, Le XXe siècle, d'Aurélien Bélanger chez Gallimard. Vous l'avez écrit sur combien de temps, ce roman ? Ça a eu pas mal, j'imagine, de maturation et de recherche. J'ai fini il y a quasiment un an. Ouais. En général, c'est 18 mois, oui. Mais il y a beaucoup de relectures, j'écris très vite, mais je relis énormément. Puis je fais oulala. Quand je relis, c'est le contre-coup d'écrire vite, c'est que souvent on est confronté à des catastrophes, mais on peut les résoudre assez vite. Et puis après, j'envoie le texte à mon éditrice qui me dit invariablement que c'est un peu trop long. Et puis je dis non, et puis en général, je refuse. Et en fait, en général, je finis par couper sur les épreuves à la fin en me disant elle avait raison. Oui, en plus, là, j'avais triché, c'est qu'il y avait un nombre, la numérologie des chapitres est importante, donc je ne pouvais pas enlever de chapitres. Je bloquais le désir de réduction du manuscrit. Mais c'est un livre relativement court, enfin, moi, c'est pas mon plus long. Il doit faire 400 c'est 400 pages. Oui, 420. Mais je crois que la police d'écriture a légèrement grossi. Il y a des trucs maintenant. Je reviens vers vous, je ne sais pas si vous avez peut-être... Oui ? Bonsoir, merci d'être là. Bon, moi j'ai lu le livre, et juste... le début est difficile, mais après ça décolle, et la deuxième partie est super. Et juste, il faut quand même un accessoire quand on lit ce bouquin, c'est que c'est tellement documenté, tellement référencé, que moi, il m'a fallu comme un peu d'aide. Hein, quand même, voilà. Mais je trouve ça génial, on apprend tellement de choses en parallèle. C'est super. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce que je m'étais dit, c'est quand même. Juste pour finir, c'était déjà un peu le cas dans vos précédents livres aussi, un petit peu, mais là aussi. Quoi.
C'est une caractéristique que j'apprécie beaucoup aussi. En fait, le livre, je me suis rapidement rendu compte qu'il était sur une ligne de crête. C'est qu'à la fois, si on connaissait pas très bien Benjamin, on allait passer à côté de plein de choses. Et le problème, c'est que si on connaissait très bien Benjamin, on allait être irrité par plein de choses. Donc en fait, idéalement, il faudrait que le livre doit être lu par quelqu'un qui a exactement mon niveau en Walter Benjamin. Donc, ce qui fait un lectorat vraiment très très restreint. Mais c'est vrai que la question s'est posée, enfin c'est pas du tout posé. C'est marrant parce que j'avais l'idée que ce qui serait pas bien, qui serait kitsch, voire amoral, ce serait une vraie biographie. Alors que, en fait, j'ai fait un truc qui est encore plus interdit en termes d'historiographie, c'est que j'ai inventé des choses. J'ai inventé des faux fragments. Et ben, à aucun moment je me suis dit que c'était pas bien de faire ça. Donc je sorte comme si c'était une bonne idée. Ouais, c'est très crédible. Alors que si j'avais fait des trucs, Benjamin rentre dans la pièce et voilà, j'aurais eu l'impression de manipuler une matière qui était pas légitime. Bonjour, je n'ai pas lu le livre, je suis désolée, mais je trouve ça très intéressant toute cette discussion, ça donne envie de le lire pour le coup. Et justement sur ce que vous venez de dire sur le fait d'avoir inventé des choses, comment vous faites le choix en fait? À un moment de vous dire, là j'ai besoin de matière, j'en ai pas, j'invente, ou qu'est-ce qui vous donne envie d'inventer un moment, ou au contraire d'être très proche de la vérité ou de l'histoire à d'autres moments? Ça dépend de plein de choses. L'un des points de départ du bouquin, c'est qu'il y a eu. Je vous ai dit que la thèse sur les origines du drame baroque de Benjamin, il l'a soumis à l'université de Francfort et elle a été refusée. Et quelques années après, 2 ou 3 ans après, Adorno, lui, a réussi à soutenir sa thèse. Est devenu professeur de philosophie à l'université de Francfort et a pris comme premier cours. Comme premier séminaire, le drame baroque de Benjamin. Donc le texte qui a été jeté par la fenêtre, enfin jeté par la porte, revient par la fenêtre. Et c'est un des premiers travaux que j'ai fait de recherche. Je suis allé à la BNF consulter comment ça s'appelle, la revue d'études adorniennes. Et donc ces étudiants à chaque fin de cours devaient faire une sorte de petit récit de ce qu'on avait dit dans le cours d'avant. Donc j'ai compilé ça, je l'ai traduit vite fait comme j'ai pu, et j'avais juste les éléments. Je savais qu'il y avait eu 12 séminaires et 12 séminaires. Et je me suis dit, ça serait hyper intéressant de raconter ce qui s'est dit dans ces 12 séminaires. Donc je voyais à peu près de quoi ça avait parlé. Je me suis dit, ça serait une façon hyper bien de raconter les origines du drame baroque, et cette histoire, elle est intéressante. Et par ailleurs, en faisant un peu des recherches, j'ai découvert que Lisette Paxman, celle que j'imagine quelqu'un qui de l'intérieur va raconter ce cours, Lisette Paxman, en fait, elle a été résistante de la première heure et assassinée par la Gestapo, ou s'est suicidée plutôt en cellule, genre en 33 ou en 34. Et donc c'était assez, j'avais déjà une petite, voilà, ça je dis, ça mérite d'être raconté. Parce qu'à la fois, c'était marrant quand même ce philosophe qui est jeté et qui revient par la bande, parce que ça me permettait de parler des origines du drame baroque, parce que ça permettait de parler de la montée du nazisme. Je voulais pas faire un roman sur la montée du nazisme, mais d'avoir un personnage du bouquin dont on lirait 12 lettres et dont on savait qu'elle avait été assassinée par la Gestapo, rendait la chose suffisait en fait. Donc il y avait à la fois c'est une sorte de triangulation, ça faisait le job d'un point de vue romanesque, ça parlait d'un truc que je voulais faire et ça rendait justice à un grand moment oublié de l'histoire de la pensée des années 30. Donc voilà, en général, c'était des trucs comme ça, ou alors c'est que je savais, parce que je l'avais lu dans une biographie, que l'oncle de Benjamin était l'un des co-inventeurs du test de QI. Et comme Benjamin a la réputation d'être quelqu'un de très intelligent, je me dis c'est quand même marrant. Il est très intelligent, son oncle a inventé les tests de QI. C'était irrésistible d'imaginer que son oncle lui ait fait passer un test de QI, en fait. Voilà, il y avait donc c'est des trucs comme ça qui sont un luxe de romancier par rapport aux historiens, en fait, parce que je peux inventer des trucs. Mais j'ai pas trop fait des trucs. Par exemple, j'avais un détail que j'ai pas utilisé parce que c'était totalement hors du bouquin. Le frère de Benjamin, qui était militant communiste, est mort en camp de concentration, et sa femme est devenue le ministre de la Justice de la RDA. Donc la belle-sœur de Benjamin a eu comme métier, dans les années 40, de guillotiner des gens qui essayaient de franchir le mur. D'un côté, c'est pas du tout, voilà, bon, je l'ai pas mis, pour le coup, c'était totalement par accord, et puis c'était pas le sujet du bouquin, mais il y a un côté, waouh, c'est très, très bizarre. Parce que le Benjamin, c'est vraiment du côté des vaincus de l'histoire en permanence, etc. Et là, bon, le personnage est un peu incongru. Vous avez hésité à le mettre quand même? Non, ça a été. Sur une première version, je l'avais, et puis en fait, c'était incongru, puis ça racontait rien sur le livre, en fait. À part fun fact. Voilà. Avez-vous eu des réactions justement sur des spécialistes de Benjamin qui auraient lu votre roman, et vous avez eu des retours suite à la publication des livres? Non, mais ce que je disais, c'est que j'étais très inquiet du retour des Benjaminiens, dans le sens où est-ce que j'ai pas dit d'énormes conneries? Et là, le livre est sorti il y a 1 mois, et la réception se passe bien, et je me dis maintenant c'est bon, en fait c'est gagné. Il y avait comme s'il y avait une. Après, le livre est contestable de 2000 manières. Mais le procès en illégitimité n'a pas été fait. Donc en fait, on le fait pas 1 mois plus tard. Donc en fait, je
Je souffle là. Mais être romancier, c'est être intrinsèquement illégitime en fait, et dépasser ce sentiment. C'est un. Oui, en vous écoutant parler de Walter Benjamin, je pensais à quelqu'un qui est son contemporain presque exact. Il est né en 1890, une famille juive, religion qu'il a quittée un peu plus tard. Il a proposé une thèse que l'université a rejetée, qu'il a été obligé de soutenir quelques années plus tard. Il a été un pilier de la République de Weimar et il a été sur la première liste des gens à qui on a refusé la nationalité allemande. On a brûlé ses livres le 10 mai 1933 et il s'est suicidé en 1935. Donc vous voyez, c'est vraiment un cursus, c'est une vie presque parallèle. Hein. Alors je fais allusion ici bien sûr à Kurt Tucholsky, que bizarrement d'ailleurs, ni Benjamin ni Tucholsky ne parlent l'un de l'autre. C'est très très curieux. Et finalement, ils ont deux vies parallèles. Et est-ce que dans vos recherches, vous avez croisé ce Je ne crois pas l'avoir croisé. Ouais. Voilà. Même son nom ne dit rien. Ce qui dit vraiment, d'un coup, je me dis, mon Dieu, mes recherches étaient vraiment très, 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 très superficielles. Non, mais ça ne m'étonne absolument pas. Mais parce que ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un écrivain. Voilà, c'est un journaliste. Il a écrit 3 ou 4 000 chroniques dans la Weltbühne. Il a écrit 4 ou 5 romans à succès. Bon, c'est aussi accessoirement un petit gros comme Benjamin. Hein, il se faisait appeler Dickchen en allemand. C'était justement un petit gros. Non, en fait, il faudrait vérifier parce qu'il y a les éditions Klingsig font une édition intégrale et le livre des recensions et des critiques, donc où il y a le plus d'entrées est sorti il y a 1 an maintenant, et donc on peut vérifier facilement s'il y a un texte où il est mentionné en tout cas. Oui, moi j'ai épluché pour venir, je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai épluché avant de venir les œuvres complètes où il y a un index, et effectivement le nom de Benjamin y figure, mais c'est juste le nom est jeté comme ça en l'air, il n'y a pas de discussion. Alors, c'est un peu étrange aussi de voir comment cet homme a pu traverser ce demi-siècle dans l'ignorance de ses propres contemporains. C'est assez curieux. Alors qu'il y a beaucoup de similitudes entre eux. Tucholsky va aussi à Prague rencontrer Kafka. Il a été militant dans une maison d'édition qui s'appelle La Forge. C'est une maison d'édition militante qui a publié la première traduction allemande de Proust. Bon, il y a plein de choses. Je me dis, mais pourquoi la connexion ne s'est pas faite entre ces deux individus? C'est une question que je vous pose. Non, c'est le mystère parce qu'on a une vision faite de l'intérieur. On sait très bien qui déteste qui dans une société donnée, mais de l'extérieur, on a l'impression que tous les contemporains sont contemporains, alors qu'en fait, il y a un feuilletage qui nous échappe. Et ce qui est marrant qu'échappe, c'est le point d'entrée en général du complotiste, parce que le complotiste en fait voit que les gens se sont croisés, donc ils en déduisent qu'ils se sont influencés, alors qu'en fait, on est tous à des cercles. Enfin, la façon dont les cercles se croisent ne dit pas grand-chose, et c'est un écueil effectivement de l'historien. L'historien ne sait pas, sauf s'il y a des documents de type correspondance, mais l'historien n'est pas du tout capable de reconstituer un graphe social exact. Par exemple, c'est évident que Adorno a été très proche de ce type dont j'oublie le nom, ce qui ne nous fait pas, qui a écrit sur Hoffmann et le troisième et le Second Empire. Enfin bon, bref, ils ont écrit des livres ensemble, ils sont très proches, etc. Et en fait, à partir, je sais pas, à un moment, ils se fâchent et ils le traitent quasiment exclusivement Krakauer, celui qui a écrit Les Employés. Oui, Siegfried Krakauer. Voilà, ils sont très proches, et à partir d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, Adorno et Benjamin, quand ils en parlent dans les années 30, ils disent genre c'est un abruti quoi. Alors que vu de loin, on a l'impression que c'est des intellectuels qui se connaissent, qui sont amis dans les mêmes cercles, et en fait, de l'intérieur, en fait, pas du tout. Voilà, c'était ma seconde question. Benjamin rencontre à Marseille Siegfried Krakauer et un autre philosophe allemand qui s'appelle Ernst Bloch, qui est l'auteur du Principe Espérance, qui est aussi... Et ces 3 personnages... Ernst Bloch, c'est compliqué parce qu'il le rencontre très jeune. Ouais. Et Ernst Bloch, en fait, alors que Benjamin commence à avoir des idées d'imprégner tradition messianique et tradition marxiste, et Ernst Bloch fait ça, et le fait de façon magistrale. Il le fait avec un livre gigantesque. Et c'est très intéressant. Au début, ils sont très distants. Enfin, en fait, c'est un vrai bon sujet d'article ou de livre, l'amitié entre Benjamin et Ernst Bloch. Parce qu'il y a vraiment... Ils ont été un peu compétiteurs, et
Et Hans Bloch est aujourd'hui beaucoup moins lu que Benjamin. Alors, Bloch, pour en finir, vous avez parlé de réaction de spécialistes de Benjamin. Il y a un petit bouquin qui est sorti il y a 2 ans sur cette rencontre Bloch, Krakauer, Benjamin à Marseille, et qui a été soutenu par la société Benjamin, dont le siège est à Banyuls. Donc, je l'ai pas vu passer. Ouais. Alors, le titre s'appelle « Mais de quoi ont-ils eu donc peur ?» Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Et Bloch a écrit un livre qui est très beau, que j'ai pas lu, mais dont j'ai lu le résumé sur la 4e de couverture, Souvenir de notre temps, etc., qui est un retour mélancolique sur ce moment où les intellectuels ont cru qu'ils avaient tout et le moment en fait où ils n'ont pas vu le nazisme monter, ils n'ont pas su l'empêcher, et sorte de relecture très tragique et très mélancolique de ça, qui nous ramène vraiment à l'époque contemporaine. Alors, Bloch a survécu. Oui, c'est ça. Donc, il a écrit dans les années 50 que c'était passé. Il s'est réfugié en Allemagne de l'Est. Et c'est une autre trajectoire. Dernière question. Est-ce qu'on passe à la dédicace, peut-être ? Il n'y a plus de... Bon, on va en rester là. Merci beaucoup. Aurélien Bélanger, Le XXe siècle, donc roman aux éditions Gallimard. Je vous recommande vivement la lecture, vous l'avez compris. Merci à vous. Il s'agissait d'Aurélien Bélanger, auteur de l'ouvrage Le XXe siècle, paru aux éditions Gallimard, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 2 février 2023. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio.